retour dans l'Africa Newsroom. Mohamedou Dia, journaliste, et Jean-François Kandji Kombe, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. Et sans plus tarder, le dossier du jour. Alors, un siècle après la construction d'une ligne de chemin de fer ayant façonné le Kenya moderne, une nouvelle a été récemment inaugurée par le président. Objectif, asseoir la position du Kenya comme porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Les précisions de Birama Saonera. Développer les infrastructures pour accélérer la croissance économique, c'est l'un des objectifs que les autorités kenyanes se sont fixés. Parmi les initiatives entreprises par le gouvernement kenyan, le secteur du transport occupe une place de choix. Pour faciliter la mobilité des personnes et des biens, le gouvernement a mis en place un programme quinquennal 2016-2021 dédié au secteur du transport. En collaboration avec la Chine, le Kenya a mis en place une ligne de chemin de fer reliant Nairobi au port de Mombasa. Cette voie ferrée s'étend sur une distance de 472 km et permet de faire le trajet entre la capitale kenyane et la ville portuaire en 4 heures. Quelles sont les spécificités du chemin de fer reliant Nairobi à Mombasa? Quels bénéfices l'État kenyan devrait-il en tirer? L'extension du projet en Ouganda, au Rwanda puis au Soudan du Sud est-elle réalisable? Financé par la China Exim Bank à hauteur de 3,8 milliards de dollars, ce chemin de fer est le plus important projet d'infrastructure depuis l'indépendance du Kenya en 1963. Avec une distance de 472 km, 9 stations et 98 ponts, la nouvelle ligne ferroviaire a été réalisée par la China Road and Bridge en 3 ans. Un exploit technique qui a permis d'employer plus de 38 000 personnes, dont 25 000 ouvriers ou superviseurs. Inaugurée le 31 mai 2017, cette ligne ferroviaire à écartement standard contribue à la transformation industrielle du Kenya. Aujourd'hui, nous célébrons une des étapes clés de la transformation du Kenya en un pays industrialisé, un pays prospère à revenus moyens. Les autorités kenyanes s'attendent à ce que la ligne augmente le PIB du pays de 1,5% par an. L'objectif est de permettre le remboursement de l'investissement financé par la Chine à hauteur de 91% dans 4 ans environ. Le chemin de fer Nairobi-Mombasa entend stimuler la croissance économique du Kenya et renforcer l'intégration sous-régionale est-africaine. Les infrastructures de transport sont incontournables pour la croissance économique de notre pays et cela va favoriser les échanges commerciaux entre les pays voisins du Kenya. Ce projet crée de la valeur ajoutée et va faciliter aussi l'intégration sous-régionale. La nouvelle ligne a permis de renforcer les moyens de subsistance des populations locales et favorise les investissements en réduisant le coût du transport. La mise en service de cette infrastructure ferroviaire a également contribué à la création d'emplois et instaurer des partenariats de formation technique entre le Kenya et la Chine. Les Chinois ont formé l'équipe kenyane pour la maintenance des équipements. Nombre d'entre nous ont développé des aptitudes intéressantes en termes d'atteinte des objectifs. Tout cela, au-delà du chemin de fer, permettra le développement du pays. Cette ligne ferroviaire apporte un large éventail d'avantages aux Kenyans. Pour permettre à tous les Kenyans d'accéder à ces moyens de transport, le président Kenyatta a ordonné aux gestionnaires de fixer le ticket du voyage à 700 shillings, moins cher que le bus qui coûte 1200 shillings. Avant, pour aller à Mombasa, nous passions beaucoup de temps. Avec cette nouvelle ligne, nous gagnons 4 heures de temps, ce qui nous permet de nous occuper d'autres choses. Avec une vitesse maximale de 120 km/h, le SGR Standard Gauge Railway, appelé aussi Madarak Express, peut transporter 1200 passagers en 4 heures. Madarak Express, qui signifie liberté en swahili, vient remplacer le mythique Lunatic Express, ancienne ligne ferroviaire construite pendant l'époque coloniale britannique. Avant, c'était le calvaire pour se rendre à Mombasa. Mes parents et mes enfants ont accueilli avec grand soulagement l'ouverture de cette nouvelle ligne ferroviaire. Nous allons enfin voyager convenablement. La population locale espère aussi que cette ligne favorisera le développement du tourisme local. Le nouveau chemin de fer doit également profiter aux touristes et stimuler les affaires dans la région.
Les autorités kenyanes prévoient le prolongement de cette ligne en Ouganda, puis au Rwanda et potentiellement jusqu'à Juba, au Soudan du Sud, soit un total de 2900 km. Pour notre pays, il est important que nous ayons un tel projet. Depuis 30 ans, nous nous battons pour des projets de cette ampleur. Tous les 2 ans, nous devons refaire nos routes pour des coûts énormes, tout comme les différents mouvements qui seront effectués entre Mombasa et Nairobi. Les accidents que nous avons sur ces routes ont été énormes. La construction de cette ligne ferroviaire avait par ailleurs suscité des inquiétudes au niveau des défenseurs de l'environnement et de la faune qui estimaient que le projet risque de menacer la faune et pourrait modifier radicalement le refuge des animaux en traversant des parcs nationaux. À quelques mois des élections générales, cette ligne ferroviaire constitue également le plus important projet lancé par le gouvernement. Alors 3,16 milliards de dollars, c'est le coût de cet axe Nairobi-Mombasa. 90% ont été prêtés au Kenya par la China Exim Bank. Et pour de nombreux Kenyans, cette réalisation est beaucoup trop onéreuse en raison des prix payés comparés aux prix payés par l'Éthiopie pour son train électrique. Vous partagez cet avis, Mohamedou Dia? Bon, non, je ne partage pas cet avis. Je pense que nos pays ont un grand besoin d'infrastructures, notamment ferroviaires. Et comme par hasard, d'ailleurs, tous les pays maintenant s'y mettent en Afrique de l'Ouest. Vous avez le Conseil de l'Entente, donc Côte d'Ivoire, Burkina, Togo et Bénin, je crois, qui sont dans un grand projet de cette nature. Le Sénégal qui s'est lancé avec le TR, le train express régional, et beaucoup d'autres pays. L'Éthiopie qui a donc inauguré sa ligne. Et qui a payé moins cher, et c'est de là où est partie la critique. Oui, c'est une question de négociation, vous savez. Bon, peut-être qu'il y a de la corruption aussi derrière, c'est l'évidence. Bon, ces grands travaux, ces grands projets, il y a toujours de la corruption, c'est malheureux, mais c'est quand même pour une bonne cause. En tout cas, c'est une réalité qui est là, et ça permet vraiment de booster l'économie non seulement nationale du Kenya, mais dans son partenariat avec les pays voisins que seront dans un futur proche, j'espère, le Rwanda, l'Ouganda, l'Éthiopie et même le Soudan du Sud. Bon, il faut féliciter vraiment Uhuru Kenyatta pour ce travail-là, mais je ne pense pas qu'un seul bilan puisse permettre à un président de réussir une élection. Le bilan est très bien, mais ça ne suffira pas. On va en parler dans quelques instants. Alors, Jean-François Akondi-Kombe se pose alors quand même la question de la rentabilité. Comment le gouvernement kenyan va pouvoir rentabiliser ces 3,16 milliards de dollars ? Mais d'abord, c'est une ligne qui relie à un très très grand port qui est Mombasa. Et c'est une ligne qui n'est pas seulement destinée aux voyageurs, mais aussi au transport des marchandises. Et je pense que de ce point de vue-là, sans avoir accès aux calculs savants qu'ils ont fait sur la rentabilité de la ligne, on peut espérer que les conditions objectives sont remplies pour que, à terme, on puisse rentabiliser, amortir l'investissement d'abord, et puis ensuite avoir des gains de productivité. Moi, l'information qui est donnée ici, moi je la prends comme une très très bonne information. Hein, la fixation du prix minimal à combien de shillings? 6 shillings, je crois. Ce qui représente environ 6 euros, je crois. C'est 6 euros, mais c'est moins de 1000 shillings, quelque chose comme ça. 6 euros, je voulais dire. Voilà. Mais un Kenyan moyen, est-ce qu'il va pouvoir... Ah, mais quand même... tout est relatif en euros et 6 euros aussi. Dans le reportage, on voyait que les Kenyans utilisaient déjà l'ancienne ligne. L'ancienne ligne qui était plus lente, moins confortable, ne permettait pas de voyager dans des conditions avec de nombreux retards, et sans doute que l'on payait plus cher que les 6 euros, parce que les 6 euros sont annoncés aussi dans une période de campagne, mais on peut supposer que ces 6 euros, c'est un prix qui est en deçà de ce qui était payé par les Kenyans pour pouvoir voyager. Et il s'agit aussi de faire prendre à nos populations de nouvelles habitudes de déplacement. Le tout véhicule, les voitures, les camions. Ah, excusez-moi, je pense que j'ai perdu mon micro. Alors, pendant ce temps-là, Mohamedou Dia, avec ce projet, 17 000 Kenyans ont pu être employés. Sur le plan de l'emploi, est-ce que l'État kenyan a bien su négocier le contrat avec ses partenaires chinois? C'est un grand problème avec les Chinois en général, parce que souvent les Chinois amènent aussi des travailleurs.
Et il faut bien négocier pour que quand même les réalisations profitent aussi aux travailleurs locaux. Et donc ça, bon, c'est une question de négociation, parce que les Chinois, bon, ils ont des problèmes gigantesques, ils ont ils veulent des contrats, ils veulent aussi bien des paiements en argent mais aussi en nature, et ils veulent surtout rentabiliser pour le propre pays. Et ils font travailler des gens, ils les font venir, etc. etc. Mais tout ça, c'est dans le cadre des négociations. C'est aux pays africains de profiter de l'occasion avec les Chinois qui ont du capital à investir, mais de négocier au mieux. Oui, parce qu'on se dit quand même 17 000 Kenyans, ils auraient quand même pu faire peut-être un peu plus. Oui, en termes parce que sur 470 km, oui, je pense qu'ils auraient pu faire plus. Jean-François, ils auraient pu faire un peu plus, mais 17 000, c'est déjà pas mal, c'est déjà conséquent. Et ce que ce que je trouve intéressant dans ce reportage, c'est qu'il montre aussi qu'on a formé du personnel technique pour entretenir les machines, pour entretenir les voies. Donc il y a un transfert de compétences et de technologies, ce qu'on regrette souvent dans nos contrats, dans beaucoup de contrats avec les pays africains, entre la Chine et les pays africains. Il n'y a pas ce transfert-là. Les compagnies chinoises viennent avec leur personnel, y compris les personnels techniques, et surtout ne forment pas sur place. Bon. On peut se dire qu'on n'en a pas formé assez, mais quand est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Donc on va le voir plutôt à moitié plein. Voilà, on le voit à moitié plein. Et si tous les pays qui ont signé des contrats avec la Chine suivaient cet exemple-là, je pense qu'on ferait déjà des progrès. Alors, Monsieur Dia, on l'a dit tout à l'heure, l'ouverture de cette ligne fin mai, je le rappelle, la date bien sûr n'a pas été choisie par hasard puisque la présidentielle se tient en août 2017. Le président Uhuru Kenyatta est bien sûr candidat à sa réélection. Cette thématique du renouvellement des infrastructures, c'est un thème susceptible de jouer en faveur de sa réélection. Oui et non. Oui, parce que quand même, pendant sa mandature, il y a eu un boom économique réel, mais il y a aussi un développement de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. Et le problème du Kenya, c'est que c'est un pays qui n'a pas été détribalisé. Donc aussi bien les Britanniques qu'après l'indépendance, le papa de Kenyatta lui-même, Jomo Kenyatta, et tous les autres qui ont succédé, Arap Moi, etc., ils ont laissé en l'état ce pays-là, c'est-à-dire un pays clanique, tribal, qui est resté vraiment dans la féodalité. Et encore cette fois-ci, ce sera une opposition frontale entre Uhuru Kenyatta, qui est le fils donc de Jomo, qui est de la tribu des Kikuyu, qui est la tribu la plus, en tout cas le groupe ethnique le plus important au Kenya, et contre Raila Odinga, qui n'est pas de la deuxième tribu la plus importante, mais la troisième, mais qui est soutenu par l'ensemble des leaders de l'opposition. Et Odinga, aujourd'hui, a 72 ans, je crois, et joue sa dernière carte électorale. Il a déjà été, enfin, normalement, on ne le voit pas à 75 ans, 77 ans continuer, mais encore qu'il a déjà, il a été Premier ministre, et Uhuru a travaillé sous ses ordres. Donc, et tous les deux, en 2001 ou 2003, étaient à l'origine, ou en tout cas ont participé d'une manière ou d'une autre au carnage qui a eu lieu au Kenya et qui avait valu d'ailleurs à Uhuru et aussi bien qu'à son vice-président Ruto d'être convoqués à la CPI, et ils ont eu le courage d'y aller et finalement les poursuites ont été abandonnées. Alors, bon, les réussites économiques, les bilans, ça compte beaucoup, mais la perspective souvent compte encore plus, et le fait de faire adhérer les populations à cela. Mais dans le cas du Kenya, tout est biaisé par le jeu ethnique ou ethniciste qui est malheureux. Alors, un rappel des titres que nous avons développés tout au long de cette émission. Au Rwanda, le président sortant Paul Kagame est officiellement en lice pour un troisième mandat. Il a été investi ce samedi par son parti, le FPR. Les Rwandais sont quant à eux attendus aux urnes le 4 août. Et en Afrique du Sud, le gouvernement relance le débat sur le nom du pays. À plusieurs reprises, les Sud-Africains ont évoqué la possibilité d'abandonner l'appellation Afrique du Sud, alors héritée d'une période trouble et ne reflétant qu'une partie des réalités du pays. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.